Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission environnementale Priorité Environnement. Priorité Environnement qui s'intéresse pour ce mois de juillet à l'utilisation des herbicides et des pesticides dans la production agricole. Ces produits peuvent certes accroître le rendement agricole, mais le prix à payer pour l'environnement est énorme. Nous ferons un focus sur l'utilisation de ces produits dans le sud-ouest du Burkina Faso. Dans ce magazine, nous recevrons à cet effet Nabié Clovis. Il est le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement pour de plus amples informations. Nous ferons enfin le tour de l'actualité nationale et internationale en matière d'environnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Priorité Environnement. Les herbicides et les pesticides, homologués ou non, comportent des risques. Leur usage recommande donc des précautions au regard des risques pour l'homme et pour l'environnement. Des précautions qui sont cependant foulées aux pieds dans certaines localités du Burkina Faso. C'est le cas, par exemple, dans le sud-ouest. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Jean-Hugues Bayala et bienvenue Tansa. Les pesticides. Ils désignent toute substance ou association de substances chimiques ou biologiques utilisées pour repousser, détruire ou combattre des organismes nuisibles. On distingue plusieurs types de pesticides. Nous avons les insecticides pour lutter contre les insectes. Nous avons les herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. Les fongicides pour lutter contre les champignons. Les rodenticides pour lutter contre les rongeurs. Les molluscicides pour lutter contre les mollusques. Ici, dans la région du sud-ouest, le recours aux insecticides et aux herbicides est monnaie courante. Dans l'agriculture, par exemple, il ressort que 90% des acteurs font des herbicides leurs alliés. Mais compte tenu de leur toxicité, les spécialistes des questions environnementales prônent l'usage des pesticides homologués par le comité sahélien des pesticides. Le pesticide homologué, on a eu quand même le temps de faire des tests au niveau du laboratoire pour se rassurer vraiment des doses qu'il faut utiliser et vraiment qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incident. Moins nocifs, tout bien considéré, les pesticides homologués comportent des risques, alors leur manipulation nécessite de nombreuses précautions. Il y a un ensemble de bonnes pratiques qui encadrent l'utilisation des pesticides. Quand je prends ne seulement que l'élément protection de celui qui fait le traitement. Il faut dire qu'en matière de traitement de pesticides, il est recommandé le port d'un équipement de protection individuelle, en abrégé EPI. Au-delà de ça, il y a le respect de la posologie, notamment les doses. Voilà, les doses avant récolte, les doses après la récolte. Il faut aussi savoir que lorsqu'il y a le vent qui souffle, on ne doit pas utiliser les pesticides parce que le vent va transporter les pesticides de votre endroit vers un endroit que vous ne voulez pas et que ça pulvérise. Et lorsque vous voyez qu'il y a la pluie qui se prépare, alors ce n'est pas conseillé d'utiliser les pesticides parce que lorsque vous pulvérisez, voilà, il va de sorte que la pluie va venir ruisseler, amener ça dans d'autres comtés, dans les rivières, dans les eaux, ce qui encore va pouvoir faire en tout cas des dégâts, contaminer voilà, les espèces qui s'y trouvent. Malheureusement, tous ces principes sont la plupart du temps foulés aux pieds. Il y a danger à l'aide les techniciens en charge de la protection de l'environnement. Les pesticides homologués ont des conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine, sur la santé animale, malgré qu'ils soient homologués. Il faut dire réellement que l'usage des pesticides homologués ou non homologués, c'est de le faire avec beaucoup d'attention. À côté de cela également, il y a l'utilisation même des pesticides homologués. Il y a beaucoup de ces produits qui rentrent, qui ne sont pas homologués. Et c'est ce qui est le plus utilisé, en raison vraiment du fait que le coût est moindre par rapport aux produits homologués. Voilà, qui fait que les gens utilisent beaucoup ces produits, alors que ce n'est pas recommandé. Les défenseurs de l'environnement parlent de conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine, parfois tardives. Les pesticides ont des conséquences aussi sur la faune, la flore et les eaux. Voilà. En effet, la persistance de ces pesticides dans le sol peut entraîner des dommages à la végétation, une accumulation dans les graines, les feuilles et les fruits pouvant être consommés par les animaux et les hommes. Voilà, ce qu'on appelle la rémanence. Et on a aussi la contamination des cours et plans d'eau, voilà, qui a affecté la vie aquatique et l'eau de consommation. Pour aller aussi travailler, il faudrait vraiment aussi se protéger convenablement.
Parce que les pesticides, on ne voit pas les conséquences sur place. Ça tue à petit feu. Voilà. Vous allez voir des maladies bizarres, souvent on part à l'hôpital et on a fait tous les examens nécessaires, on ne voit pas la maladie. Et pourtant ça ne va pas. L'idéal serait donc le recours aux pesticides bio. Les pesticides bio ne détruisent pas l'environnement. Voilà, comme le nom l'indique, pesticides bio. C'est par exemple, c'est quoi? C'est utilisé à partir de ce qu'on a, ce que la nature nous produit pour faire de ça des pesticides bio. Nous pouvons par exemple prendre les feuilles de Nîmes, les écorces de Kaya sénégalensis, et on a la cendre, et en tout cas les feuilles d'un certain nombre d'arbres. Les pesticides bio sont naturels et nous pouvons donner comme exemple le piment, la cendre, qui sont sans effet sur la nature et sur l'environnement. Au niveau national, il existe en outre des dispositions qui encadrent l'usage des pesticides. Dispositions dont la mise en œuvre effective sur le terrain piétine dans de nombreuses localités. Au niveau national, on a également une loi qui existe depuis 2017, qui est la loi 026 du 15 mai 2017, portant contrôle et gestion des pesticides au Burkina Faso. Donc cette loi dit clairement comment est-ce que les pesticides doivent être utilisés, comment est-ce que ces pesticides doivent être distribués et comment est-ce que ces pesticides doivent être produits. Donc il y a un ensemble d'articles qui sont à l'intérieur qui donnent vraiment les directives en matière d'utilisation des pesticides. Pour ces acteurs, la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces pesticides doit se poursuivre. Au cas échéant, la sanction s'impose. Comme je vous le disais en titre, nous recevons Clovis Nabié. Il est le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement. Monsieur Nabié, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Et merci, c'est à vous. Alors, il est question de l'utilisation des pesticides et des herbicides. D'abord, qu'est-ce qu'un herbicide? Par définition, un herbicide est une matière active ou un produit formulé pour tuer ou inhiber la croissance d'une plante indésirable, communément appelée mauvaise herbe. Voilà. Et par les modes d'action, on peut les classer, les regrouper en deux groupes. Il y a les herbicides totaux, qui détruisent tout ce qui est végétal lorsqu'on les applique. Il y a les herbicides qui sont sélectifs. Et parmi ces sélectifs, il y a les herbicides qui sont sélectifs de prélevé, qui sont utilisés après le semis et aussi après un labour. Et il y a les herbicides sélectifs de post-levée qui sont appliqués après la levée de la culture qu'on veut protéger. Et aussi, selon la classification de l'OMS, on peut aussi les classer en 4 grands groupes, notamment les herbicides qui sont classés dans la classe 1A, qui sont des herbicides extrêmement dangereux. Les herbicides qui sont classés dans la classe 1B, qui sont les herbicides très dangereux, et les herbicides qui sont classés dans la classe 2, selon l'OMS, qui sont les herbicides modérément dangereux. Les herbicides qui sont classés dans la classe 3, qui sont les herbicides légèrement dangereux, et les herbicides qui sont classés dans la classe U, qui ont très peu, en tout cas, d'effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire ou entendre par herbicide. Toutes les classes sont pratiquement dangereuses à ce que je vois. Nous sommes donc en saison pluvieuse, la campagne agricole qui bat son plein. Ouais. On constate en tout cas souvent une utilisation abusive souvent de ces produits-là. Est-ce que du point de vue de l'environnement, c'est une mauvaise nouvelle? De prime abord, oui, c'est une mauvaise nouvelle du point de vue de l'environnement, compte tenu du fait qu'il y a certaines personnes qui les utilisent pas selon les règles là. Sinon, il faut dire que depuis les années 2000, nous avons assisté vraiment à un accroissement progressif de l'intensification de l'utilisation des herbicides, dû aussi à un certain nombre de facteurs qui ont amené les producteurs à utiliser ces herbicides. Les producteurs veulent accroître leur superficie et cependant aussi, la main-d'œuvre se fait rare, surtout avec l'orpaillage, qui est le boom minier, qui fait que la plupart des jeunes migrent vers
les sites d'orpaillage. Il y a aussi la scolarisation. On encourage que chaque producteur envoie ses enfants à l'école. Donc du coup, le producteur se trouve en tout cas face à une raréfaction de la main-d'œuvre. Donc ce qui l'amène à étendre ses superficies et à faire recours aussi aux herbicides. Mais quoi qu'on dise, les herbicides ne sont pas mauvais en soi, c'est seulement l'utilisation. Voilà. Le constat qu'on fait sur le terrain, c'est que la plupart des producteurs ne l'appliquent pas selon les règles de l'art. Ce qui fait que cette mauvaise utilisation peut en tout cas amener les herbicides à être ou à avoir un effet négatif pour l'environnement. Quelles peuvent donc être ces conséquences-là sur l'environnement justement si ces produits-là sont mal utilisés? Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs effets. Si ces produits sont mal utilisés, il y a plusieurs impacts négatifs que les herbicides peuvent avoir sur l'environnement. Premièrement, j'allais dire que pour le producteur lui-même, il y a la dégradation des sols sur lesquels il pratique son agriculture. Voilà, si les herbicides sont mal utilisés, ça peut avoir un effet négatif sur le sol. Notamment, ça détruit tout ce qui est micro-organismes dans notre jargon, tout ce qui est animaux du sol. Voilà. En tout cas, quand vous voyez après l'application d'un herbicide, vous voyez que les vers de terre, les termites, les fourmis, ça meurt. Voilà, après souvent un traitement. Donc ça amène ce qu'on appelle la porosité du sol. C'est-à-dire le sol n'est plus poreux, donc pas de possibilité de retenir l'eau en quantité. Donc du coup, le sol sur lequel le producteur lui-même pratique son agriculture baisse, sa fertilité baisse. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, l'autre impact aussi, c'est que les herbicides, à force de les répéter, de les utiliser surtout de façon répétitive sur un même sol, ça peut aussi occasionner la disparition de certaines espèces végétales. Voilà. Et qui parle de disparition de certaines espèces végétales, parle aussi de perte de biodiversité. Et quoi qu'on dise, la chaîne dans l'environnement, tout est lié. Voilà. Et troisièmement, il y a aussi le fait que plusieurs études ont montré que les herbicides qui sont utilisés en agriculture se retrouvent dans les mares par le fait de ruissellement des eaux de pluie et aussi peuvent s'infiltrer dans les couches supérieures du sol ou même aller en profondeur par le fait du lessivage. Et par le fait du ruissellement, les mares qui sont contaminées avec les animaux aquatiques peuvent avoir un effet sur le développement de tout ce qui est, en tout cas, animaux aquatiques. Et aussi, par le lessivage en profondeur, ça peut contaminer les nappes d'eau. Et du coup, les eaux que nous buvons peuvent aussi avoir quelques résidus d'herbicides. Et ça va se répercuter sur nous-mêmes en tant que consommateurs des eaux, puisque la plupart des eaux que nous consommons, soit ça vient des nappes phréatiques ou bien ça vient des eaux de surface. Voilà. Il y a aussi les applicateurs eux-mêmes qui appliquent les pesticides sans se protéger. Eux aussi, ils courent le risque d'être intoxiqués, même si ce n'est pas sur le champ, mais à force de s'exposer aux pesticides, ils vont finir parce que l'organisme humain accumule tout ce qui est les résidus petit à petit. Donc cette accumulation de résidus dans l'organisme peut, à la longue, créer des problèmes de santé pour les applicateurs. Vous l'avez évoqué en partie, la question justement de l'impact sur les hommes. Vous n'êtes pas médecin, c'est vrai, mais on imagine quand même que ceux qui manipulent régulièrement ces produits-là peuvent être exposés. Oui, évidemment, comme je le disais tantôt, tous ceux qui manipulent, quand vous parcourez le pays, vous allez vous rendre compte que la plupart des producteurs utilisent les herbicides sans se protéger. Non seulement ils ne se protègent pas, ils ne maîtrisent pas même la technique aussi, ou ils n'appliquent pas les bonnes pratiques phytosanitaires. Il met la lance devant lui, il traite en marchant lui-même dans les parties traitées. Normalement, ce n'est pas en tout cas indiqué de traiter et marcher dans la partie traitée. Vous devrez faire en sorte pour ne pas marcher dans la partie traitée. Mais le constat, c'est tout autre. Donc, du coup, la plupart des producteurs, en tout cas, qui utilisent les herbicides sont exposés, ils s'intoxiquent, même si, comme je le disais tantôt, pour l'instant, ils ne perçoivent pas, en tout cas, les effets sur eux-mêmes. Mais à la longue, ils peuvent rencontrer des problèmes de santé qui pourraient être liés à cette exposition aux herbicides. Voilà. On voit même que souvent, dans certaines concessions, au lieu de désherber avec des coupe-coupe, les gens préfèrent les herbicides. C'est encore plus dangereux, si tu convies là-bas. Évidemment, parce que quand on utilise les herbicides dans les cours ou aux alentours des concessions, ça peut, chaque jour les enfants sortent par exemple jouer aux alentours des cours ou même dans la cour.
voilà, on le constate effectivement, ces enfants peuvent être exposés. Voilà, c'est-à-dire les effets, c'est comme je le disais tantôt, ils peuvent aussi avoir quelques résidus sur eux et ça va s'accumuler dans leur organisme. Et au fil du temps, ils peuvent développer certaines maladies qui pourraient être dues à ça. Voilà. Donc, en tout cas, nous déconseillons que les producteurs ou toute autre personne utilisent les herbicides pour désherber leurs cours ou bien les alentours de leur maison. En même temps, on peut dire que c'est un mal nécessaire puisque l'agriculture en a besoin pour en tout cas accroître les rendements. Quelle alternative proposez-vous? Qu'est-ce que vous préconisez finalement aux producteurs? Premièrement, nous les conseillons en tout cas de combiner les différentes méthodes de désherbage. Parce qu'il y a le désherbage mécanique, manuel, et il y a aussi l'utilisation des herbicides de synthèse, mais il y a aussi, aujourd'hui, avec l'évolution de la recherche, il y a de plus en plus la lutte biologique qui est développée. Voilà. Il y a aussi même la destruction de certaines mauvaises herbes par la chaleur. Il y a des tondeuses qui peuvent détruire les mauvaises herbes par la chaleur. Donc c'est peut-être pour ce qui est du désherbage en ville, demander qu'on s'oriente vers peut-être ces méthodes, surtout les tondeuses à gaz qui peuvent détruire voilà, les mauvaises herbes. Et pour ce qui est des champs, effectivement, c'est de combiner voilà, ce qu'il y a comme méthode de lutte pour réduire au maximum l'utilisation des herbicides. Du point de vue du droit, est-ce qu'on peut parler d'infractions liées justement à l'utilisation de ces produits-là? Est-ce qu'on peut commettre un délit en utilisant ces produits-là? Oui, parce que, bon, du point de vue juridique, il faut dire qu'il y a des zones qui sont, par exemple, protégées. Voilà, que ce soit les zones humides ou bien les aires protégées. Normalement, si un agriculteur se retrouve à proximité de ces zones, ou même les mares, il y a ce qu'on appelle bande de servitude, ou ce qui est barrage, il y a ce qu'on appelle bande de servitude. Il ne doit pas utiliser ces herbicides sans respecter ces distances minimum de sécurité. Voilà. Donc si vous appliquez les herbicides dans ces zones et que c'est constaté, voilà, vous pouvez être poursuivi par la loi. Parlons donc de ces produits également non homologués qui circulent sur le marché. Qu'est-ce que cela fait en tout cas à l'environnement si éventuellement les producteurs l'utilisaient? Les produits, les herbicides qui sont non homologués sur le terrain que vous constatez, effectivement, ce n'est pas bon pour l'environnement. Pourquoi? Parce que ces produits n'ont pas été testés. Dans le processus d'homologation d'un herbicide, il doit être testé du point de vue écotoxicologique, du point de vue impact sur l'environnement dans les pays du Sahel. C'est-à-dire qu'il y a tout un certain nombre de pays qui se sont regroupés autour du comité sahélien des pesticides, qui ont adopté la même réglementation. Donc ces produits sont testés dans au moins 2 ou 3 pays pour voir leur impact avant d'autoriser leur utilisation ou leur vente sur le terrain. Mais les produits non homologués, on ne maîtrise pas ces aspects. Voilà, ces produits n'ont pas été évalués dans notre espace. Peut-être que c'est des zones beaucoup plus humides et ces produits sont autorisés dans ces endroits par rapport à nous qui sommes des pays du Sahel. Du coup, en utilisant ces herbicides, ça peut avoir un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus important que dans les zones où ces produits sont autorisés. Voilà pourquoi, en tout cas, les gens qui utilisent les herbicides non autorisés, nous les déconseillons voilà, d'utiliser ces herbicides parce que leur impact sur la santé, sur l'environnement et tout ce qu'il y a comme les animaux, voilà, on ne maîtrise pas ces aspects. Et quel conseil donc aux producteurs? Bon, le conseil que nous donnons aux producteurs, c'est de les inviter vraiment à utiliser premièrement, dans le cadre du désherbage, tout ce qu'il y a comme méthode mécanique et manuelle, autant que possible. Maintenant, pour ce qui est des grandes superficies, à ce niveau, nous conseillons aux producteurs en tout cas de faire recours aux herbicides, mais en respectant les bonnes pratiques d'utilisation de ces herbicides. Voilà, il ne faudrait pas que le producteur, soit il augmente la dose, en augmentant la dose, vous créez d'autres problèmes. Donc, c'est de respecter la dose qui est inscrite sur les étiquettes de ces produits. Voilà. Et aussi, nous les conseillons peut-être à renforcer leur équipement de mécanisation pour pouvoir, en tout cas, réduire l'utilisation aussi des herbicides. Je vous rappelle que nous étions avec M. Nabié, il est le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement. Merci beaucoup d'être venu nous donner toute cette information. Merci à vous, M. Kani.
Qu'est-ce qui fait l'actualité environnementale dans ce mois de juillet? Suivons le tour d'horizon que nous propose Bienvenue Tanoussa. Reverdir le Burkina Faso et lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Pour les bienfaits qu'il apporte notamment à l'homme, l'arbre est magnifié à travers une journée. La 6e édition de la Journée nationale de l'arbre, tenue le 22 juin dernier à Bobo-Dioulasso, a eu pour thème « Arbre capital de résilience pour un développement endogène ». Il s'agit pour les autorités burkinabè de susciter un engouement populaire pour la plantation d'arbres, l'entretien et la protection des plants, entre autres. Cette activité consacre du coup le lancement de la campagne nationale de réforestation sous les concepts « Mon institution, mon entreprise, mon bosquet », je reverdis mon domicile, un rond-point, un aménagement paysager, une rue ou une avenue, une plantation d'alignement. Je reverdis mon lieu de culte, le bosquet des mariés. Reverdissons l'espace de nos monuments. J'aménage mon centre de santé, une école, un bosquet pour épouser la vision des 3 luttes sous la Révolution. Et pour cette campagne de reboisement, 6 millions de plants sont à mettre en terre avec une ambition de survie d'au moins 50%. La nuit de l'arbre a été l'une des activités majeures de la Journée nationale de l'arbre. Il s'agit d'une nuit d'engagement et de promesses de sauvegarde et de protection du couvert végétal. C'est par ailleurs une tribune pour reconnaître toutes les personnes et entités qui se sont distinguées de par la qualité de leur travail en matière de promotion de l'arbre. À l'occasion, la région du Centre a été sacrée lauréate du prix du meilleur site de la Journée nationale de l'arbre 2024. Le prix de la meilleure commune est revenu à Karangaso-Vigué dans les Hauts-Bassins. Lui aussi est à sa 6e édition et met l'arbre à l'honneur. Le Salon international de l'arbre, tenu du 17 au 20 juillet dernier à Ouagadougou, 4 jours de réflexion et d'action en vue de la promotion des valeurs liées à la protection de l'arbre et de l'environnement. Mais pendant ce temps, la nature reste durement éprouvée comme ici à Diarabakoko dans les Cascades où est découverte une activité minière illégale. L'impact environnemental est énorme selon ce constat. Une bonne partie de la forêt détruite, un cours d'eau détourné de son lit naturel et d'énormes crevasses du fait de l'utilisation d'engins lourds. Une activité illégale dont l'arrêt a été ordonné le 2 juillet dernier par le ministre en charge des mines et celui délégué à la sécurité, et ce sur instruction du chef de l'État. Il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Plusieurs sites clandestins seraient exploités dans les mêmes conditions dans d'autres parties du Burkina. La bonne nouvelle est que les autorités annoncent des actions pour traquer les éventuels responsables et prendre les directives qui s'imposent. Bonne nouvelle pour la couche d'ozone. Une famille de gaz nocifs pour cette couche d'ozone décline plus vite que prévu selon une étude récente publiée dans la revue Nature Climate Change. Il s'agit des hydrochlorofluorocarbures ou HCFC, notamment utilisés dans les systèmes de refroidissement, réfrigérateurs et climatisation. Des chercheurs expliquent que les concentrations d'hydrochlorofluorocarbures dans l'atmosphère ont baissé de 1% entre 2021 et 2023. Selon eux, les émissions de cette famille de gaz, connue pour son rôle dans la dégradation de la couche d'ozone et son fort impact climatique, ont atteint leur pic en 2021, 5 ans plus tôt que prévu. La diminution des émissions de ces gaz possédant un pouvoir de réchauffement 1910 fois plus important que le CO2 pour une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère devrait se poursuivre dans les années à venir. En effet, le monde doit progressivement sortir des HCFC dans le cadre du protocole de Montréal qui a acté en 2010 leur interdiction pour 2040. L'utilisation de cette famille de gaz est d'ores et déjà proscrite dans les pays industrialisés depuis 2020. Dans le reste du monde, cette interdiction est prévue en 2040. La quantité de poussière dans l'atmosphère a légèrement diminué en 2023, a indiqué récemment l'Organisation météorologique mondiale OMM, relevant toutefois qu'une mauvaise gestion environnementale augmente le risque de tempêtes de sable et de poussière dans le monde. L'OMM qui indique que chaque année, environ 2000 millions de tonnes de poussière pénètrent dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel et nuisant à la qualité de l'air dans des régions pouvant se trouver à des milliers de kilomètres de là, mais aussi affectant des économies, des écosystèmes, la météo et le climat. Il s'agit essentiellement d'un processus naturel, mais une part non négligeable résulte d'une mauvaise gestion de l'eau et des terres, déplore l'OMM. Voilà, on s'arrête là pour ce magazine consacré à l'utilisation des pesticides et des herbicides et leurs effets néfastes sur l'environnement et sur l'homme naturellement. Rendez-vous est pris pour le mois prochain, mais je vous rappelle cette citation fort à propos. Il ne sert à rien à l'homme de chercher la lune s'il venait à perdre la terre. Prenez donc soin de vous et de votre environnement.